– 13h, bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui de la vidéo-verbalisation des caméras de surveillance et radars installés dans le district d'Abidjan pour lutter contre l'incivisme sur les routes. Une initiative du ministère des Transports soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Toujours en Côte d'Ivoire, un mort et 2 blessés graves, des enfants après des intempéries à Korogo dans la région nord. Les 2 survivants qui ont été internés au centre hospitalier régional ont reçu la visite des autorités préfectorales. Enfin, en Guinée-Conakry, les premières passations de pouvoir hier dans les régions de Kankan et de Labé après le coup d'État militaire. En Côte d'Ivoire, donc 140 caméras de surveillance et radars installés dans le district d'Abidjan pour lutter contre l'incivisme sur les routes. La vidéo-verbalisation est désormais opérationnelle. Ce dispositif va permettre de notifier par SMS les infractions aux automobilistes. Toujours en Côte d'Ivoire, un nouveau plan de circulation pour améliorer la fluidité routière dans la commune de Marcory, dans le district d'Abidjan. Ce plan a été mis en place en août dernier par l'autorité de la mobilité urbaine et la mairie. Alors, après un mois de fonctionnement, comment les usagers et automobilistes apprécient-ils ce nouveau schéma de circulation dans la commune de Marcory? Ils sont au micro de Jean Djadji. Sens interdit, ne pas tourner à gauche à la prochaine intersection. Ces panneaux d'interdiction et de sens unique horaire sont visibles sur la rue de l'INJS et sur le boulevard du Gabon à Marcory. À divers endroits de la commune, ces nouveaux panneaux sont censés lutter contre les embouteillages et les accidents de circulation récurrents. Avec une hausse de plus de 13% d'accidents sur les routes à Abidjan, ce nouveau plan vient à point nommé pour certains usagers. Les nouveaux panneaux sens interdits qu'ils ont fait à Marcory ici, c'est très bon, ça nous a arrangé, ça a rendu encore la circulation encore plus dense. Vraiment, si ça peut continuer comme ça. Je pense que ça a permis de résoudre un tant soit peu les problèmes d'ici, parce qu'il y a trop de cafouillage ici. Alors maintenant, j'ai vu que la circulation est fluide. Ici, sous l'échangeur non loin du quartier Anoumabo, de longues files d'attente de véhicules sont souvent constatées aux heures de pointe, malgré la présence de ces panneaux. Transporteurs et autres automobilistes s'en plaignent. Il y a vraiment un ralentissement depuis le commissariat de 9e jusqu'au marché. Quelqu'un qui quitte là pour aller au marché peut taper facilement 1h30 minutes ou 30 minutes pour arriver au marché. D'habitude, pour quitter le terminus ici, arriver au pont, à l'échangeur, facilement moins de 5 minutes. Aujourd'hui, il nous faut minimum 20 minutes. Bon, quand c'est les heures de pointe, là, ça va au-delà. Malgré le succès mitigé, ce projet reçoit l'approbation de la mairie de Marcory. Quand les gens de Cocody, par exemple, ils finissaient avec le péage qui prenait le pont, arrivé du côté de l'INJS, il y avait un embouteillage tous les matins du péage jusqu'à sur le pont de Gaulle. Parce qu'il y a une grande partie des populations, des habitants de Cocody, qui préfèrent passer par Marcory pour rejoindre leur poste au plateau. C'est plus fluide que de l'autre côté. Alors cette fluidité-là, nous on a trouvé que ça ne suffisait pas. Ce n'était pas de la fluidité. Aujourd'hui, vous allez vous regarder, il n'y a plus d'embouteillage. Il n'y en a pas. Initiatrice du nouveau plan de circulation à Marcory, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, veille chaque jour au respect des mesures. Maintenant, ce qu'on voudrait vous demander, c'est qu'à l'avenir aussi, on puisse respecter ces mesures. Parce que sinon, voilà, c'est ça, sinon ça va créer plus de désagréments à tous les usagers. Après un mois de mise en œuvre du projet, l'AMUGA rassure les automobilistes. Nous constatons que sur la ligne de la voie 11, par exemple, les gens sortent des quartiers et vont très souvent en sens inverse. Ce qui a pour effet de créer plus de difficultés de circulation, notamment au carrefour City Dia, les soirs, tout cela.
Et nous avons également des stationnements beaucoup plus importants juste après donc, le carrefour au niveau du marché et des personnes, des demi-tours qui se font à la descente du pont d'Anoumambo. Donc toutes ces questions-là créent effectivement des difficultés de dégagement les soirs. Et ça, nous le comprenons et c'est ce que nous sommes en train de traiter. Les usagers de la route sont donc appelés au civisme. Mais nous disons également qu'ils doivent eux aussi respecter ce qui est mis en œuvre. Parce que l'incivisme accroît effectivement les bouchons et les congestions. Le gouvernement initie depuis des mois une campagne de sensibilisation contre l'insécurité routière. Place est faite désormais à la phase de répression. Dans l'actualité nationale également, ce drame survenu à Korogo, dans la région nord. Les intempéries ont fait il y a quelques jours un mort et 2 blessés graves. Ces derniers, des enfants, ont été internés au centre hospitalier régional de Korogo. Ces 2 blessés ont reçu la visite des autorités préfectorales. Les précisions dans ce reportage de Ami Sissoko. La forte pluie qui s'est abattue sur l'ensemble de la région du Poro le 2 septembre a malheureusement fait 3 victimes, dont 2 blessés graves et 1 décès, celui d'un bébé de 3 ans suite à l'effondrement de leur maison dans la localité de Koni, à 15 km de Korogo. Toutes de la même famille, âgées de 3 à 14 ans, les victimes ont été évacuées au centre hospitalier régional de Korogo où elles sont prises en charge. Et ils étaient de l'autre côté, dans l'autre maison, avec les mamans. Et moi, j'étais dans ma maison, avec mon oncle. Et maintenant, on a entendu un bruit. Et quand on a entendu le bruit, en même temps, la maison s'est écroulée. La maison est tombée sur les enfants. Le plus jeune était âgé de 3 ans. Nous avons constaté son décès. Certainement, le décès a eu lieu en cours d'évacuation. Le plus âgé avait un traumatisme crânien, mais elle était dans un état conscient. Tout comme la petite fille aussi, elle aussi était consciente, mais seulement elle se plaignait de vives douleurs au niveau de l'abdomen. Il y avait des saignements au niveau de l'abdomen, et ce qui a occasionné de la prendre d'urgence au bloc opératoire pour pouvoir sauver sa vie. Informé du drame, le secrétaire général de la préfecture de Korogo, accompagné du député de la sous-préfecture de Korogo et de la direction régionale du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, au chevet des blessés pour apporter compassion et assistance du gouvernement à la famille. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a appris le drame qui s'est produit à Koni. Et comme le savait en pareille circonstance, il vient toujours apporter un appui à ces personnes en détresse-là. Et à cette occasion-là, le président a apporté au total la somme de 900 000 francs à la famille, 500 000 francs pour les funérailles et puis 400 000 francs pour aider à la prise en charge des personnes blessées. Après les différents soins, les 2 blessés graves sont maintenant hors de danger. Ils pourront rentrer chez eux très bientôt. Grand Bassam, dans la région sud du pays. Des fonds ont été recueillis le 28 août dernier pour financer l'éducation des enfants vulnérables. C'était lors d'un dîner de gala, une initiative de l'organisation non gouvernementale La Main des Cœurs. Les détails, Astou Touré. L'ONG La Main des Cœurs s'est donné pour mission de lutter pour l'éducation et une meilleure prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables. Un dîner gala est donc organisé pour recueillir des fonds. Nous avons organisé des ventes aux enchères, certaines activités dessinées. Nous espérons récolter beaucoup de fonds et pouvoir faire de plus amples activités dans le futur. Les actions de l'ONG vont bien au-delà de l'éducation des enfants. Elles s'étendent également aux femmes, mais aussi aux handicapés. Je leur dis merci beaucoup parce que vraiment eux donnent le courage à l'homme de travailler. Parce que vraiment, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup soutenu aussi vraiment. À cause de ça, vraiment, mes frères, mes soeurs, c'était comme eux dans la vie. Quand on te tend la main, il faut savoir tirer ta main. Tu vas faire quelque chose comme moi aussi.
Au cours de ce dîner-gala, un accent particulier a été mis sur les actions déjà entreprises et celles en cours de réalisation. Pour cela, l'ONG entend compter sur le soutien des acteurs de développement. Je suis venu, j'ai découvert des jeunes gens engagés pour une cause humanitaire, ce qui n'est pas courant dans notre pays. Cela nous a plus ou moins touchés. Nous avons voulu aussi contribuer à notre modeste niveau, à leur apporter notre main d'association et de leur donner ce modeste montant que nous avons pu leur apporter pour que cela puisse contribuer à aider ces enfants qu'ils veulent scolariser. Cette cérémonie marque la deuxième bougie de l'ONG La Main des Cœurs. Autre actualité, cette réunion régionale pour valider la version révisée de la feuille de route sur les solutions durables pour les réfugiés ivoiriens. Les travaux organisés par le gouvernement ivoirien et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se déroulent les 6 et 7 septembre 2021 dans le district d'Abidjan. Les explications de Laure Goretti. Dans un an, précisément le 30 juin 2022, le statut de réfugié ne sera plus accordé aux Ivoiriens en exil. À cet effet, une réunion régionale se tient à Abidjan sur 2 jours entre les autorités ivoiriennes, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et les représentants des pays d'asile. Au terme de cette rencontre, la signature d'une déclaration conjointe des représentants des différents pays d'asile ainsi que l'application de la cessation du statut de réfugié. Cette réunion régionale sera l'occasion de convenir des mesures concrètes pour la résolution définitive de la situation des réfugiés ivoiriens. Retourner chez soi reste l'espoir le plus fort pour les réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuivra ses efforts pour répondre aux aspirations au retour des réfugiés ivoiriens et faciliter également leur réintégration durable dans leur communauté. Alors que 51 000 réfugiés ivoiriens sont toujours dans les pays d'asile, aujourd'hui, 276 000 Ivoiriens ont volontairement regagné la patrie. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, réaffirme la volonté du gouvernement à favoriser le retour des réfugiés. En vue d'encourager ceux de nos compatriotes encore hésitants à revenir en Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tout en prenant en compte leurs préoccupations, a signé le 6 août 2018 l'ordonnance numéro 2018-669 portant amnistie en faveur de toutes les personnes détenues ou poursuivies pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que des militaires et des membres des groupes armés. C'est à Genève, en Suisse, à la 72e session du comité exécutif du HCR qui aura lieu en octobre 2021 que l'annonce officielle de la cessation du statut pour les réfugiés ivoiriens se fera. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt le début des cours pour l'année académique 2021-2022. Les grandes vacances s'achèvent. Mais comment les enfants, écoliers et élèves ont-ils profité de cette période de repos? Eh bien, tandis que certains ont voyagé, d'autres ont bénéficié de cours de remise à niveau. Pour en parler, Soro Corona de RTI Boaké. Depuis quelques semaines, les écoliers et élèves vivent pleinement les vacances scolaires. À Boaké, beaucoup de parents s'interrogent sur les loisirs à offrir à leur progéniture. Si les voyages sont des choix favoris de certains parents, d'autres, par contre, pensent déjà à la rentrée scolaire et optent pour le renforcement des capacités. Et ces enfants sont à l'avance sur ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à des cours de vacances. Nous avons tous les niveaux. Au niveau du primaire, nous avons des séances de lecture. Et au niveau du secondaire, nous voyons les matières spécifiques, telles que les mathématiques, la physique, le français, l'anglais. Je suis content pour les cours de vacances. J'apprends beaucoup. Occuper sainement les vacanciers, une préoccupation pour plusieurs structures qui proposent des activités le temps des vacances.
Des activités toutes aussi ludiques, sportives qu'éducatives pour occuper les enfants. Les colonies de vacances participent également à socialiser les gamins. Les enfants auraient bien pu peut-être se distraire par d'autres activités, mais on a préféré les réunir dans ce camp pour qu'ils puissent aussi bénéficier des formations en informatique, en anglais, en changement de mentalité, des jeux, du sport. À sortir de ce camp, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à danser. Pour le professeur Mazou, il est maître de conférences en socio-anthropologie. Il est indispensable de proposer aux enfants des activités adaptées à leur âge et d'éviter de perturber les habitudes. Les vacances, dans un premier temps, sont initiées pour que les enfants puissent avoir un petit repos. Mais toutes les vacances ne doivent pas se dérouler seulement avec le repos. Il faut quand même rappeler aux enfants qu'ils sont en repos, mais il faut quand même vers la fin venir s'acclimater un peu avec les cours. Mais je veux dire que les cours des vacances doivent être véritablement orientés. Parce que l'enseignement aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Donc n'importe qui ne doit pas faire les cours des vacances aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit fait par des gens qui ont la pédagogie. Nos enfants sont notre avenir. Il faut que leur encadrement soit d'abord l'affaire des parents. Ces cours doivent intervenir certainement le dernier mois, c'est-à-dire que le mois d'août qui précède par exemple le mois de la rentrée, les enfants peuvent revenir pour s'acclimater un peu, pour une sorte de révision. Avec de nouveaux défis de l'école ivoirienne, les parents doivent participer à la formation de leur progéniture à travers des programmes maison. Des programmes qui, selon les spécialistes, doivent tenir compte des déshydratats des enfants. Rappelons que les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent contre le coronavirus. Alors adoptons-les quotidiennement. 201 nouveaux cas de coronavirus malheureusement enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 57 056 cas confirmés de coronavirus, 54 804 personnes guéries, 477 décès et 1775 cas actifs. À noter que le 5 septembre dernier, 9 434 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 1 443 607 doses du 1er mars au 5 septembre 2021. Un tout autre sujet à présent et direction le Sénat à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était hier devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières. Au menu des travaux, le débat d'orientation budgétaire 2022-2024. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est au Sénat avec le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024. Le débat d'orientation budgétaire sur cette période avec la Commission des affaires économiques et financières vise à savoir de combien le pays dispose, d'où tire-t-il cet argent, que va-t-il en faire. Il est bon de savoir que pour 2021, une croissance de 6,5% pour le produit intérieur brut est à noter. Pour 2022, le budget de l'État va connaître une hausse de 15,1% pour afficher 9 670,4 milliards de francs CFA. La hausse va s'accentuer pour atteindre en 2024 11 473,4 milliards de francs CFA. Une dynamique économique synonyme d'investissement de masse au profit des populations. Ce sont des ressources qui vont être prioritairement aller vers l'amélioration des conditions de vie des populations, donc des investissements dans les infrastructures et les biens d'équipement collectifs, la santé, l'éducation des Ivoiriens, les routes, l'énergie, ainsi de suite, qui permettront donc de garantir la pérennisation de notre rythme de croissance actuelle. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. 68% du budget sur cette période seront ainsi consacrés aux dépenses de l'État en rapport avec le Plan national de développement PND 2021-2025.
Les jeunes et les femmes doivent s'impliquer davantage dans la chose politique. Et pour les aider à atteindre cet objectif, un programme a été lancé récemment dans la commune de Yopougon par le G54 Afrique, une organisation panafricaine de jeunes. Il s'agit du projet de développement des compétences en leadership politique. Les explications de Jean Djadji. 13 directeurs départementaux de jeunesse et 21 youth reporters formés sur la pratique et les techniques de plaidoyer. Ces jeunes formateurs seront outillés pour mieux suivre les jeunes leaders dans leur démarche de prise de décision, celle d'identifier les solutions novatrices aux problèmes sociaux des jeunes. Un formateur, il doit avoir d'abord les compétences techniques, les compétences relationnelles, les compétences aussi, l'expertise de savoir rendre. Le ministère de tutelle et ses partenaires, à travers cette initiative, placent la jeunesse au cœur du développement et s'engagent à améliorer leurs appuis. L'État de la Côte d'Ivoire est en train de fournir beaucoup d'efforts pour assurer que ces droits sont respectés. Il reste des efforts à faire et les résultats, nous ne pouvons pas les atteindre sans les jeunes. Nous savons qu'ils évoluent dans un environnement qui est vraiment exposé à beaucoup de fléaux sociaux. Et il est important qu'ils aient des formations qui leur permettent d'être résilients. Il est aussi important, afin de faire entendre leur voix dans la communauté, d'avoir tous les outils. Ce projet de formation des formateurs en plaidoyer est à sa phase pilote et ciblera 500 autres jeunes des villes de l'intérieur du pays. Des équipements agricoles offerts à 15 coopératives à Kounaïri, dans la région centre-ouest du pays, dans le cadre du projet Dignité Bamba Cheikh Lassina. Ce programme vise l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers la production maraîchère intensive. Soro Corona de RTI Bouaké. Lancé en juin dernier, le projet Dignité Bamba Cheikh Lassina rentre dans sa période active avec la phase pilote de 12 mois. Ce projet a pour objectif d'autonomiser financièrement et socialement les populations du département du Kounaïri à travers la production intensive du maraîcher. Ce projet a commencé par la phase pratique, c'est-à-dire les parents, les coopératives sont déjà au travail. Elles ont obtenu les parcelles, elles sont au travail, elles ont fait les semences qui sont vraiment en train de pousser de façon convenable. Les 15 coopératives retenues pour la phase pilote sont équipées en matériel agricole et de gestion financière. Matériel composé de semences, d'intrants, de caisses et de documents comptables. Pour la première phase, 1300 producteurs sont bénéficiaires. Ça nous permettra aussi d'aider nos maris aussi dans le foyer, d'aider nos enfants. Et puis nous-mêmes, nous prenons aussi en charge. Donc nous tenons beaucoup à remercier le Laurent Bamba Lassina pour son projet. Nous constatons qu'après la commercialisation de l'anacarde dans notre département, nos parents, nos jeunes frères, nos femmes n'ont plus de sources de revenus. Mais avec l'arrivée de ce projet Dignité, nous aurons d'autres sources de revenus. Les chefs des villages sont également impliqués dans le projet. Nous, ça ne fait que nous faire une fierté de libérer des parcelles rapidement pour que vraiment le projet prenne de l'ampleur. Pour que vraiment la Côte d'Ivoire voit qu'aujourd'hui, vraiment le département de Kounaïri est vraiment fait un pas. Le projet Dignité Bamba Cheikh Lassina s'inscrit dans le prolongement du programme Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara. Pour l'initiateur, chaque cadre doit travailler pour l'autonomisation des populations rurales. À terme, le projet Dignité Bamba Cheikh Lassina va impacter les 52 villages du département de Kounaïri. Déjà, plusieurs champs de gombo, de piments et de tomates ont vu le jour. À fin du festival à Nouanzé de Tiémé-Lécro et de Anoumaba, dans la région centre du pays. 34 villages ont participé à cette toute première édition, placée sous le haut patronage de l'inspecteur général d'État Théophile Aouar Ndoli. Le point, Laure Goretti et Moussa Konaté. Des vacances scolaires bien animées pour les jeunes des sous-préfectures de Tiémé-Lécro et Anoumaba. Pendant un mois, ils ont exprimé leur talent tout en se rapprochant de leur culture à travers le festival Anouanzé de Tiémé-Lécro et Anoumaba qui a pris fin ce dimanche. Une initiative considérée comme un pas vers la relance du développement des deux sous-préfectures de la région du Moronou par la promotion du patrimoine culturel. Je ne peux cacher ma joie immense d'être associé à cette cérémonie de clôture de la première édition de Anouanzé Festival. Une manifestation dédiée au rassemblement et à l'unité des fils et des filles du Hari et de l'Amantien. Une manifestation qui fait la symbiose harmonieuse
entre le divertissement sain et la promotion de la culture. Ma joie est d'autant plus grande que ce festival permet principalement à la jeunesse et partant à l'ensemble de la population de s'égayer dans la joie et dans la bonne humeur. Le festival Anouanzé de Tchemelekro et Anoumamba a pour but d'occuper sainement la jeunesse. Il vise aussi la promotion des valeurs culturelles et du vivre ensemble, selon l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile. L'Anouanzé Festival, qui est un événement sportif et culturel, ne peut que rencontrer notre adhésion, car nous considérons que la culture et la consolidation des valeurs traditionnelles positives comme un merveilleux facteur de cohésion sociale, de dialogue. Sport, loisirs et forums en vue de penser au développement des dites localités ont meublé les activités de ce festival. Rendez-vous est donc pris pour les vacances scolaires prochaines 2021-2022. Un tournoi de football pour renforcer la cohésion sociale dans la région du Bunkani, dans le nord-est du pays. 16 équipes issues des communautés Koulango, Lobi et Laurent ont participé à cet événement. Pour en parler, Laure Goretti et Franck Quadio. Compétition sportive pour les jeunes de la région de Bunkani, un tournoi de football qui a opposé 16 équipes de différents villages dans un esprit de cohésion. Le clou de cette compétition à Niamouin est l'occasion pour les communautés Koulango, Lobi et Laurent de partager des moments de joie. L'idée, c'est de renforcer déjà cette cohésion qui a été longtemps éprouvée dans notre région. Il était question pour Sa Majesté de faire en sorte que les fils et les filles de la région puissent se retrouver autour du ballon rond pour renforcer davantage la cohésion. Vraiment, je vois que l'équipe de Saï, c'est l'humaine équipe vraiment, mais c'est par la sens qu'on a perdu le match. Vraiment, c'est un honneur pour nous de pouvoir participer dans ce tournoi. Parce qu'on a l'impression que c'est un tournoi qui est un facteur de rassemblement. Vraiment, ça nous a fait plaisir parce que le fait de rassembler toute la jeunesse de Bunkani, vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Kwame Marus, sous-préfet de Niamouin, appelle les fils et les filles de la région à renforcer l'entente et la paix autour du ballon rond. En marge de la cérémonie, hommage est aussi rendu au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement dans la région de Bouna, notamment le Bunkani. Ils se sont réjouis de la campagne d'électrification qui couvre aujourd'hui près de 90% des villages que compte la sous-préfecture de Bunkani. En image, cette conférence de presse dans la commune de Cocody pour procéder au lancement officiel de la deuxième édition du Choc des Titans. Ce gala international de boxe aura lieu le 2 octobre prochain au Palais des Sports de Trècheville. Au menu, des combats amateurs, des compétitions professionnelles et une rencontre vedette. Toujours au chapitre sport, la deuxième journée des éliminatoires du mondial de football 2022 au Qatar. La Côte d'Ivoire a battu hier le Cameroun par 2-1. Cette rencontre s'est déroulée au stade Alassane Ouattara de Ebimpé. Les détails, Arsène Kouassi et Jean Esso du service sport. 3 jours après avoir été tenus en échec par le Mozambique 0-0, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur de se relancer face au Cameroun, l'un des prétendants sérieux. Une mission certes difficile, mais pas impossible pour la sélection ivoirienne. Alignée dans un registre 4-3-3 avec le retour de certains joueurs de la Première Ligue comme Serge Aurier, Willy Boli, Eric Bailly, Seri Jean-Michael et Maxwell Cornet. Un renfort judicieux qui fait ses preuves après le quart d'heure avec un coup franc bien exécuté par Seri Jean-Michael. Vincent Aboubakar se rend coupable d'une main litigieuse. Vigilant, l'arbitre indique le pénalty, parfaitement transformé par Sébastien Haller. Dans la dynamique, Haller profite d'un bon service d'Evra Kwasi pour corser l'addition. La récupération et la flamme! Goal! C'est le 3e but en sélection pour le sociétaire de l'Ajax Amsterdam. Un avantage de 2 buts qui permet à la Côte d'Ivoire de rejoindre les vestiaires. Les coéquipiers de Serge Aurier croient tenir la victoire, mais se font surprendre à l'heure de jeu avec la réduction du score sur pénalty signé Nicolas Mouni. Loin d'être démotivés, les poulains de Patrice Baumel repartent sur les mêmes bases et c'est Christian Kwame
qui est proche de creuser l'écart, mais il perd son duel face au gardien camerounais. Malgré la volonté des Camerounais, le score en reste là, 2-1. La Côte d'Ivoire réalise une bonne opération et s'empare de la première place du groupe D en attendant la prochaine sortie en octobre. Pour terminer, l'actualité hors de chez nous avec la Guinée-Conakry, où se sont déroulées hier les premières passations de pouvoir dans les régions de Kankan et de Labé après le coup d'État militaire. Dans une allocution, le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a promis d'installer un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique dont la durée n'a pas été précisée. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI1.